vous propose de commencer ce premier webinaire d'une trilogie que nous avons initiée autour de la publication de l'ouvrage Paysages de l'après-pétrole, cette expérience européenne. Voilà, c'est un ouvrage qu'on a publié, qui a été publié par le collectif Paysages de l'après-pétrole en 2021. Et c'est l'occasion aujourd'hui, un peu à la veille des élections présidentielles, et pour initier un débat sur la transition écologique qui pour le moment n'est pas vraiment commencé, on va dire, qu'on a eu envie de proposer ces 3 webinaires sur le mars et avril, avant ces fameuses élections, autour des thématiques climat, santé, qualité de vie, alimentation, démocratie, qui sont les grandes thématiques qui recouvrent à la fois l'ouvrage et puis nos approches à nous, collectif Paysages de l'après-pétrole. Donc, on ouvre cette série de webinaires aujourd'hui avec une première thématique, le paysage porteur de solutions aux défis énergétiques. Laurence, alors avant, oui. On ne voit pas, on ne voit rien affiché. Enfin, moi, je vois une petite fenêtre avec marqué cette réunion est enregistrée, mais je ne vois pas l'image derrière. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi. Alors, je vais recommencer le partage. Je suis désolée. On va relancer pour voir si ça fonctionne mieux. Oui. C'est bon? Oui. Bon, voilà. Pardon. Donc oui, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puis de laisser nos 2 intervenantes, que je remercie vivement d'ailleurs d'avoir accepté de participer à ce webinaire, une courte présentation du collectif, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, le collectif est un think tank qui réunit une 60aine de personnes. C'est une forme de cercle de réflexion et d'action, d'une 60aine de personnes pluridisciplinaires qui sont autant des philosophes, des agronomes, des urbanistes, des paysagistes, et qui se rassemblent autour d'une communauté de préoccupations qui sont celles des défis de notre époque. Il a été créé, on va dire, depuis 2012. C'est des réflexions qui sont conduites, et l'association a été formellement créée en 2015. Et donc, la préoccupation du collectif, c'est de mettre le paysage au centre des politiques, et en particulier des politiques d'aménagement, et de construire ainsi des territoires durables et harmonieux grâce à une approche paysagère. Alors, pour pas entamer sur nos débats, on intervient de différentes manières, par des méthodes d'accompagnement des territoires, pour qu'on incarne concrètement les choses avec eux, et puis qu'on construise les modes d'approche des paysages sur les territoires. On travaille aussi en faisant des récits, du plaidoyer, des publications, des rencontres. Voilà, tout ça, c'est autour de l'idée qu'il faut, à la fois pour construire les bons outils et les manières d'intervenir, il faut à la fois tester, voilà, vérifier que ça fonctionne, publier également pour pouvoir diffuser, et évidemment après essayer d'influer les politiques à travers du plaidoyer. Vous pouvez retrouver des choses beaucoup plus précises, une présentation de notre collectif aux différents liens qui devraient s'afficher et qui ne s'affichent pas, mais sur le PowerPoint qu'on vous enverra, vous le retrouverez. En tous les cas, on a fait des infographies qui présentent à la fois le collectif, et on en a une particulièrement sur justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est paysage et énergie. Comment ces 2 thématiques se retrouvent. Voilà, je pense que je vais tout de suite laisser la parole à Mathilde et Armelle, qui vont nous présenter l'ouvrage, puisqu'elles en sont les principales et même les uniques autrices, puisqu'elles ont conduit pendant plusieurs années des monographies, des analyses, des études de 7 expériences européennes qui incarnent pour nous, collectifs, une approche paysagère assez aboutie. Bonjour à tous, merci Laurence. Bon, écoute, c'est bien, tu as bien introduit. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce webinaire voilà, part de cet ouvrage. Donc, juste en 2 mots, d'où il vient. Donc, nous avons mené une enquête avec le collectif Paysages de l'après-pétrole
qui a été soutenu par la Fondation pour le progrès de l'homme et le ministère de la Transition écologique. Et donc, on a exploré et rencontré les acteurs de 7 territoires européens engagés dans des transitions de longue date, et avec le paysage comme fil d'Ariane de toutes les réflexions et toutes les actions. Et donc, aujourd'hui, nous invitons 2 représentantes des pays qui sont analysés, enfin des territoires qui sont analysés, parce que ce n'est pas à l'échelle de pays, mais à chaque fois d'initiatives locales, donc de la Suisse et de l'Autriche. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir des débats de fond à partir de leurs expériences et leurs connaissances de terrain. Voilà, donc là, vous avez sur cette image les 2 autres webinaires qui vont compléter cette série et qui nous permettent aussi d'avoir des retours d'expérience des 6 pays hors France analysés, puisque le 7e était la France. Donc, très rapidement, Laurence, tu peux passer à la suivante. Voilà, la thématique du webinaire d'aujourd'hui, c'est le paysage. Serait-il, pourrait-il être, à quelles conditions pourrait-il être porteur de solutions aux défis énergétiques? Avec juste en clin d'œil une image de chacun de nos 2 territoires du jour. Je passe. Armelle, tu as non, tu passes. Ouais. Oui, moi tu peux passer, Laurence. Alors pour poser le contexte général de nos échanges, si tu peux mettre la précédente. Voilà, donc en fil conducteur, la polarisation des débats sur le nucléaire ou l'éolien occulte les réflexions sur les besoins réels, les ressources actuelles et pas encore imaginées, les implications des choix de vie et de consommation. À travers leur transformation, les paysages sont les révélateurs des changements climatiques. Ils portent en eux des indications et des pistes pour réorienter notre rapport au territoire. Encore faut-il savoir les décoder, ce qui implique des regards, du temps et des sensibilités croisées. Donc la sobriété et la proximité obligent à repenser l'aménagement territorial et à envisager une autre façon d'habiter. Les paysages sont une opportunité pour renverser ces habitudes installées. Alors, nous avons posé 2 questions majeures à nos intervenantes que nous allons bien sûr présenter, qui sont interconnectées. Elles vont y répondre librement. Voilà, sur le changement des modes de vie, des mentalités impliquées par les transitions énergétiques, sociétales et climatiques. Ça, c'est une évidence. Mais en quoi le paysage peut vraiment aider à sortir des blocages, des crispations et permet de réunir et d'aller vers une construction plus collective. Et aussi derrière la question de l'autonomie énergétique des territoires et la place que le paysage peut prendre pour arriver à des solutions réellement concrètes et pragmatiques. Alors, avec nous, nous avons Andreas Poker, qui est élu communal, qui est architecte urbaniste, qui est spécialiste du Vorarlberg, donc en Autriche depuis 20 ans, et qui a créé l'Agence pour l'énergie et le climat à Genève en 2021. Voilà, et nous aurons également Moussia de Watteville, donc qui est élue cantonale en Suisse, directrice à temps partiel, mais directrice de l'espace découverte énergie à Mont-Soleil, qui remonte des murets en pierre sèche en été, quand elle n'aime pas toutes ces activités très prenantes, et qui travaille notamment actuellement sur la reconnaissance du Jura bernois comme une région de l'énergie. Ça, c'est aussi un pont qu'il y a entre 2. Voilà, alors, nous allons leur laisser la parole pendant 15 minutes chacune, puis il y aura 5 minutes pour des réactions. Et après, nous aurons 10 minutes de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et nous allons les relayer. Voilà, donc nous laissons la parole à Andrea. Merci beaucoup. Je propose donc de... Alors, merci pour votre invitation. Avant tout, je suis ravie d'être là ce matin, de discuter sur des questions qui me tiennent à cœur depuis si longtemps. Je précise que je suis ancienne élue. J'étais élue pendant un mandat entre 2008 et 2014 dans une petite commune française du lac Léman. Et je suis originaire du lac de Constance, donc allemande, mais je me considère habitante de cette région et donc je connais le Vorarlberg dont je vais parler depuis mon enfance, pour avoir passé tout mon temps là-bas, tout mon temps libre. Voilà. Donc je partage mon écran pour vous montrer quelques photos. Est-ce que vous voyez tous les photos? Ouais. Ça s'affiche?
Oui. Donc, voilà, j'ai intitulé ces quelques photos que je vais vous montrer, habiter le Fort Albert. Donc, on va tout de suite rentrer dans ce petit voyage en photo. J'ai beaucoup de mal à choisir les photos parce que c'est sûr que c'est une région particulièrement intéressante d'un point de vue paysage. Alors, pour vous situer, pour ceux qui ne connaissent pas, juste une petite carte de l'Autriche. On voit ici en rouge le Fort Albert. Donc, on voit que c'est une toute petite région, même pour un petit pays qu'est l'Autriche. Donc, juste 3% de la superficie de l'Autriche, tout à fait à l'ouest, au contact direct avec la Suisse et l'Allemagne, et où l'Italie n'est pas loin. Alors, pour avoir déjà quelques impressions des paysages, on pense au Fort Alberg, en tout cas les Allemands, quand ils pensent au Fort Alberg, c'est la montagne, bien sûr. 2/3 du territoire, c'est cette montagne qui culmine à 3300 mètres d'altitude. C'est des paysages doux, des préalpes, avec des villages dispersés et ruraux. C'est aussi une plaine, la plaine du Rhin, qui a été creusée par le glacier du Rhin et qui est densément habitée. Il y a 2/3 de la population du Vorarlberg habite dans cette plaine qui représente 17% du territoire. Le restant étant ce que j'ai montré préalablement, un paysage de montagne. Alors, c'est un territoire qui est très connu pour la culture du bâti ancestrale. Hein, c'est des fermes qui sont très de forte qualité, très connues en Autriche pour être très développées en bois. Mais c'est aussi très connu par les architectes, surtout depuis une vingtaine, 25 ans à peu près, pour cette nouvelle culture de la construction contemporaine en bois et un mariage entre architecture contemporaine, architecture traditionnelle et paysage, justement, paysages dans lesquels sont insérés ces bâtiments et sans lesquels, bien sûr, il ne serait pas possible. Donc, on voit déjà, voilà, je vais avancer. L'amour du territoire, c'est vraiment une question qui a déclenché pas mal de choses dans cette région lorsqu'on parle d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu, dès les années 60, des manifestations très violentes et qui se sont étalées sur une quinzaine d'années pour lutter contre un projet de centrale nucléaire suisse. Les Suisses avaient donc imaginé de construire une centrale nucléaire à Rüti, qui est au milieu de la plaine du Rhin. Et ce qui, pour le Fort Albert, comme vous pouvez imaginer, était le centre de leur espace de vie. Donc, beaucoup de manifestations de tout type, toutes les couches de la population. Et finalement, ce projet a été abandonné par la Suisse. Ici, on voit le barrage de Silvretta. On a donc, en 1977, on s'est trouvé devant la nécessité dans cette région de dire mais comment on va s'alimenter en énergie. C'était une époque, bien sûr, cette question avec le choc pétrolier, elle était largement sur le devant de la scène un peu partout en Europe. Et ici, on a d'abord réfléchi au Fort Albert de développer fortement une ressource locale qui pouvait être l'hydroélectrique, mais vous voyez bien ce que ça fait dans le paysage. C'est des interventions très lourdes et qui représentent des ruptures importantes. Donc, il y a eu contre ces barrages, pareil, une lutte assez importante de la part des écologistes. Et dès le début des années 80, ou voire même la fin des années 70, il y a eu disons un consensus sur le fait qu'il fallait faire des économies d'énergie. On a créé un institut de l'énergie
en 1984 qui a tout de suite mis au point un modèle de maison à économie d'énergie, et toute cette réflexion qui a été portée pendant des années et des années a abouti finalement à la fin des années 2000, en 2009 précisément, à un vote du gouvernement qui a, au-delà de tous les partis politiques, a voté à l'unanimité l'avenir énergétique du Vorarlberg, l'autonomie énergétique du Vorarlberg pour 2050, avec une feuille de route très précise pour sortir des énergies fossiles et couvrir en 2050, on le voit ici sur le graphique, tous les besoins énergétiques directement sur place, sans avoir besoin d'importer de l'énergie d'ailleurs. Ça concerne tous les secteurs, cette vision, elle concerne tous les secteurs de la vie, elle concerne la construction, l'industrie, l'agriculture, la mobilité, et elle a été développée, cette vision, par une centaine de spécialistes de tous ces domaines-là, qui se sont réunis pendant 2 ans et qui ont échafaudé des scénarios pour voir si une sortie était possible. Donc, suite à ce processus, il a été donc voté, et c'est officiellement en vigueur aujourd'hui et déjà pratiqué depuis 2009. Donc, il y a les premiers résultats assez encourageants qu'on peut déjà constater. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation ? On est arrivé là on est en 2018, c'est les derniers chiffres qu'on a, à 40% d'origine renouvelable au niveau de l'énergie finale produite, donc l'électricité. 126 chaufferies biomasse ont été construites. Le bois est une ressource locale très importante, on va y arriver après. 385 000 m² de capteurs solaires thermiques sont installés. Ce mouvement des capteurs, du solaire thermique a débuté à la fin des années 70, et par d'abord des collectifs d'autoconstructeurs et ensuite des entreprises qui se sont spécialisées sur ce domaine. 685 000 m² de panneaux photovoltaïques jusqu'en 2018, mais ça augmente chaque année très fortement. Donc, ça représente plus d'1 m² de photovoltaïque par habitant. Si on se rappelle, il y a 400 000 habitants au Vorarlberg. Ça se présente sous cette forme. Je pourrais longtemps parler du photovoltaïque, comment ça s'est installé, d'abord par les collectifs et ensuite très fortement soutenu par les autorités. Aujourd'hui, on est obligé de produire de l'énergie électrique directement sur son toit. Lorsqu'on construit à neuf, on est obligé d'installer du photovoltaïque et s'alimenter par 30% d'énergie renouvelable pour le chauffage. Mais bon, je ne peux pas malheureusement détailler en si peu de temps. Mais voilà, donc ensuite on a parlé j'ai déjà parlé du bois comme étant une ressource locale très importante. Ça a été beaucoup développé et vous voyez que ça ne fait qu'augmenter. On s'est rendu compte que créer un réseau local en centre d'un espace habité, un village ou une ville, et l'alimenter par une chaufferie bois pouvait être une solution pour diminuer la dépendance des énergies fossiles. Il y a 96 communes au Vorarlberg et il y a 126 chaufferies biomasse. Ça veut dire qu'il y a au moins une chaufferie biomasse par village installée. Ça crée de l'emploi en zone rurale pour gérer les forêts du Land. Et ça représente d'autant de moins d'énergie et de pétrole importé. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est complètement indépendant à l'heure actuelle. Parallèlement, la filière bois construction s'est beaucoup développée aussi, avec un nombre important d'entreprises locales qui sont dans ce secteur, des centaines de collaborateurs, des apprentis qui sont régulièrement parmi les apprentis, les meilleurs apprentis autrichiens, parce que c'est un territoire où on mise sur la qualité en général et en particulier dans la construction
il y a une tradition très importante qui est toujours en vie et qui est soignée par les professionnels. Les chiffres sur les bâtiments résidentiels construits en bois sont difficiles à avoir, donc les 40% que je mentionnais ici, je ne suis pas sûre que ça soit pas... Je pense que c'est beaucoup plus, mais c'est difficile de les trouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une des régions avec la plus forte... C'est la région en Europe avec la plus forte densité de bâtiments passifs. Et parce que c'est un standard qui, après avoir été introduit en 1997, a été fortement encouragé par les autorités et s'est développé au point qu'aujourd'hui, on pourrait presque parler d'un standard. Alors, sobriété. Je voulais juste vous montrer deux bâtiments emblématiques de cette façon de faire des économies. Premièrement, le collège passif intercommunal, premier bâtiment public d'Autriche à être construit au standard passif en 2003. Il fonctionne depuis bientôt 20 ans sans avoir besoin d'énergie fossile pour son alimentation. Il est donc standard passif et entièrement couvert par du photovoltaïque. Donc un bâtiment qui fonctionne 20 ans après comme s'il avait été livré la veille, parfaitement bien, et qui a inspiré un peu partout en Europe de centaines d'autres bâtiments. Un autre bâtiment, alors celui-là aussi, comme le précédent, construit entièrement en structure bois du Vorarlberg. Là, un centre communal passif, pareil, 2005, presque la même époque, donc presque de 20 ans de fonctionnement sans avoir besoin d'être alimenté avec énergie fossile. Il est relié à la chaufferie bois du village pour les pointes, mais sinon, c'est un bâtiment qui est parfaitement isolé, et qui est alimenté par une petite centrale, micro-centrale photovoltaïque sur la place du village, qui est la place abritée devant l'entrée, et qui permet donc de produire localement l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Et résultat, en chiffres, diminution de 90% des besoins énergétiques pour le chauffage, moins 65% du potentiel de réchauffement global, moins 50% d'énergie des matériaux, pas de climatisation parce qu'on utilise l'eau de la nappe, et un surinvestissement ou un investissement pour mesures écologiques, c'est-à-dire un choix de matériaux très cohérent, écologique, biosourcé, donc surinvestissement de 1,8%. Ça a été démontré dans le cadre de plusieurs études. Il faut que je regarde l'heure. La même chose s'applique au logement. Je ne vais pas détailler, je vais aller plus vite. Ruralité, dans les petits villages de la montagne construisent pareil des équipements parfois pas très étendus en surface, mais avec leur propre bois local pour éviter que les enfants soient obligés de descendre dans la vallée pour aller à l'école. Voilà, vous voyez les images. Circuit court. Dans les supérettes du Vorarlberg, on propose des aliments produits localement qui sont qui sont proposés donc en circuit court. Donc ça, c'est très important. Ils se considèrent là-bas étant champions du monde au niveau des produits locaux. Donc c'est pas des magasins bio, c'est vraiment des supérettes comme on les connaît en France, les petits casinos, mais ils ont donc ils focalisent sur ces produits locaux. Ressources locales, on a parlé du bois, donc les entreprises qui se sont développées, j'ai déjà montré. Des métiers qui sont liés à ça, qui sont des métiers ancestraux, comme les Schindler ici qui appliquent ces tabaillons en bois en façade. Un artisanat de très haut niveau qui, comme j'ai dit précédemment, soigne la qualité, et les villages
qui se revitalise parce qu'on comprend que plutôt que miser sur un modèle où on dort dans le village et on travaille dans la plaine, on essaye de créer du commerce local, de l'emploi local et un habitat collectif qui permet de rester dans le village sans être obligé de s'expatrier lorsqu'on est par exemple âgé et qu'on ne peut plus rester tout seul dans sa maison. Ça prend cette forme-là, on construit des petits collectifs, ils construisent des petits collectifs alimentés avec des panneaux solaires, réalisés au standard passif. Ici, c'est un petit village, il a misé sur la mobilité en mettant en scène la mobilité, le transport en commun, les bus. Donc là, c'est l'arrêt bus du centre-village qui relie tout le village à la grande plaine, donc à l'urbain. Et ils ont traité leurs 7 arrêts bus par des architectes qui ont conçu des arrêts qui attirent donc l'attention sur ce transport en commun qui est très important et qui relie le paysage, qui relie les villages. Et pour terminer, le paysage après pétrole, pour moi, c'est l'amour du territoire en premier, c'est essayer de le préserver, la sobriété, la mutualisation, les circuits courts, les ressources locales et la revitalisation des villages. Merci pour votre attention. Super, merci beaucoup Andrea. Alors, je vais passer tout de suite. En fait, il nous reste quelques petites minutes avant de passer à l'expérience présentée par Moussia. Il y a 2-3 questions dans le chat. Il y en a en particulier une première qui est sur comment se pose la question des éoliennes ou même peut-être des toitures photovoltaïques par rapport à l'harmonisation de l'ensemble avec des couvertures traditionnelles des villages, des coloris, etc. Donc, comment ce lien se fait? Ça, c'est une première question. Il y en a une deuxième. Alors, si c'est trop court pour répondre, on pourra reprendre à la fin, hein, si vous préférez. Mais une deuxième sur les circuits courts et comment ils sont compatibles avec les règles de la concurrence mondialisée. Comment ce lien là aussi se fait, et une que j'avais aussi envie de poser, merci Mathilde, sur l'implication des populations dans ce dispositif. Vous avez en plus évoqué qu'au début c'est plutôt parti finalement d'une opposition et d'un combat à un projet qui faisait pas du tout consensus. Aujourd'hui, comment les populations acceptent ces changements? Est-ce que, moi j'ai envie de rajouter aussi, est-ce qu'il y a des soutiens particuliers peut-être ou des modalités pratiques qui permettent de faire adhésion? Parce que forcément, construire du bâtiment passif, c'est pas le même coût que la maison Phoenix toute simple. Ouais. Pour un particulier. Voilà. Alors, vaste débat. Merci pour les questions. Voilà. Je vais essayer de faire court, c'est compliqué hein, de résumer tout ça en 15 minutes. Bien sûr. Première chose, alors l'éolien a été débattu et bon, il y a un potentiel, un gisement qui est très faible, donc l'éolien a été exclu des solutions possibles pour ce territoire-là. La ressource, on a vu, les ressources sur lesquelles on mise, c'est le soleil, c'est l'hydroélectrique, mais intégré dans le paysage. Donc, je pourrais vous parler de la plus grande centrale caverne du monde, hein, qui a été construite d'ailleurs avec l'aide européenne hein, dans cette région. Et puis, on mise sur le bois, l'alimentation donc en bois, et surtout sur l'économie d'énergie. Avant tout, je pense qu'il faut vraiment se dire que avant de produire l'énergie autrement, rendons nos maisons, descendons au minimum d'énergie nécessaire. Donc, c'est la stratégie Nikawa, bien sûr. Et pour les circuits courts, alors eux, je ne vois pas en quoi ça peut être comment dire, un problème au niveau des règles internationales. Eux, ils ont des produits labellisés locaux.
où ils misent très fortement sur un lien direct avec le producteur. Donc, vous pouvez, quand vous êtes dans une supérette, voir qui c'est l'agriculteur qui a produit l'aliment que vous allez acheter. C'est mis en valeur. Là-dessus, je pourrais vous... c'est très intéressant, hein, parce qu'en fait, comme tout est lié, bien sûr, l'amour du territoire fait aussi que les gens achètent les produits du territoire, produits sur le territoire. Donc, il y a tout un récit là-dessus, une mise en valeur et un lien direct entre le consommateur et le producteur. Et pour la participation, je n'ai pas pu détailler, mais c'est un pays où on mise pour tout ce qu'on fait sur la participation, parce que dès tout le début de ce mouvement pour les économies d'énergie et les énergies renouvelables, on a compris que si l'objectif n'était pas installé dans toutes les têtes, on n'allait pas y arriver. Donc en fait, ils ont imaginé toute cette politique depuis 40 ans, elle est basée sur l'implication de tous, la décision de tous. Quand ils ont décidé cette vision pour le Fort Albert que j'ai détaillée, elle a été discutée non seulement avec les 100 spécialistes de tous les secteurs pour voir si c'était faisable, mais aussi avec toute la population, avec les jeunes, avec des manifestations, des centaines de tables rondes. Donc, à tous les niveaux, on implique tout le temps les citoyens. Et ce que je n'ai pas montré, et ça c'est mon mot de la fin, c'est qu'on fait participer dans les communes qui avancent sur le chemin de la transition les particuliers dans des équipes énergie. Dans chaque village, il y a une équipe énergie. Il y a plus de 500 personnes qui sont impliquées dans ce territoire, dans les équipes énergie, qui proposent des idées de comment on pourrait sortir du fossile et des énergies fossiles, ouais, et changer, s'engager sur la transition. Et ensuite, ces idées élaborées dans ces équipes énergie sont reprises par les politiques pour les mettre en œuvre. Voilà. Donc la participation est particulièrement importante. Merci beaucoup, vraiment, et d'avoir tenu le timing, parce que c'est frustrant, on le sait, surtout sur quelque chose qui est aussi large dans cette dimension. Mais on aura encore, j'espère, 10 minutes enfin pour revenir sur certains points. Il y a d'autres questions dans le chat qu'on pourra évoquer à ce moment-là, mais je propose tout de suite qu'on passe maintenant à Moussia de Watteville. Pour nous présenter sa partie à elle sur le Mont Crozin, Mont Soleil. Merci Moussia. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Est-ce que mon écran est partagé? Ça joue aussi? Oui, parfait. Tu peux y aller. Parfait. Alors voilà, Andrea a mis la barre très haute. Je vais essayer de me tenir dans ces 15 minutes à vous présenter ce qui se passe ici. Donc, nous sommes dans l'arc jurassien suisse, dans le nord-ouest de la Suisse. Et puis, nous sommes un des acteurs donc, de cette transition énergétique. J'ai tout mon chat qui adore quand je fais des visios, qui va toujours me déranger. Enlevez, lève-toi. Et donc, pour commencer, moi, je vous ai mis une photo d'un drone de notre région, puisque le thème principal est le paysage comme acteur de la transition énergétique de ces paysages après pétrole. Donc, ici, vous avez en photo le parc éolien de Mont-Soleil-Mont Crozin, qui est le plus grand parc éolien de Suisse, qui a 16 turbines qui ont été changées en 2 étapes, parce qu'il avait été convenu avec la population qu'il n'y aurait pas plus que 16 éoliennes. Et il y a eu ce qu'on appelle un repowering qui a permis en fait à augmenter la production du parc sans augmenter le nombre d'éoliennes. On a actuellement des propositions pour élargir ce parc. Et il y a par exemple, juste pour vous dire les problématiques qu'on a, un parc qui est bloqué depuis 10 ans parce qu'on a des oppositions en cascade. Un message important que je trouve, il faut juste que je fasse passer voilà, j'espère que vous allez voir tantôt le texte que j'ai mis sur cette slide. En fait, à mon avis, lorsque l'on parle de paysage et d'énergie, ce qui est important, et c'est ce qu'André a dit à la fin, c'est que nous devons avoir des acteurs et des actrices. On doit réussir à faire passer un message, créer une histoire qui parle à tout le monde pour que tous ensemble, on arrive à faire changer les choses. Parce que
Si c'est une ou deux personnes qui, dans leur bureau, développent des thématiques et après arrivent sans que les gens ont réussi à suivre le développement, on ne va pas réussir à faire beaucoup bouger les choses. Moi, je le vois au niveau politique avec tous les rouages et la complexité. Donc, si on arrive à impliquer la population, on arrive à avancer de manière positive. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est qu'en général, il faut un détonateur. Il faut soit une personne qui a une super idée ou un groupe de personnes ou qui a peut-être une contrainte ou un élan au niveau politique qui pousse aussi à ce changement. Je pense que si on y va, point de vue innovation et faire envie aux gens de changer, de les faire adhérer et d'avoir un message clair, avec ça, ça me paraît être des prérequis nécessaires pour que dans le paysage que l'on a créé jusqu'ici, qu'on pourrait considérer comme un livre ouvert, on arrive à modifier quelques paragraphes ensemble pour que ça passe. Ça paraît un peu philosophique, mais je pense que c'est inévitable. Voilà. Ce qui est arrivé ici à Mont-Soleil-Mont-Crozat, c'est que dans les années 90, une firme zurichoise voulait en fait implanter un parc solaire dans les Alpes. Ça a été refusé dans les Alpes et puis par personne interposée, le projet est venu s'installer à Mont-Soleil. En plus, le nom s'y prêtait très bien. Et on a bien sûr là une société électrique qui s'appelle BKV, producteur d'électricité, qui s'est emparée du projet, qui a créé à l'époque la plus grande centrale solaire. Vous l'avez vu, elle est au sol. Ça a fait polémique, mais ça a passé quand même. On a dit, on va la développer là. Elle était assez innovante. Ça a été perçu comme un centre de recherche européen à l'époque. Et puis, parce qu'il y a eu cette adhésion de la population, on a réussi après à implanter des éoliennes. Et je passe à la slide suivante. Vous voyez un triangle rouge maintenant qui est apparu sur la carte. C'est que ce producteur d'électricité se rendait bien compte que juste parler de production d'électricité, ça n'allait pas faire adhérer la population à cette modification du paysage, parce qu'une éolienne ou un parc solaire posé au sol, ce n'était pas très sexy. Donc, ils ont créé une association avec le tourisme de la région. Ils ont développé, vous voyez sur la carte, un tracé orange qui s'appelle actuellement le Sentier des Monts, qui fait la promotion de toute la région au niveau paysager, au niveau agricole, au niveau touristique. Dans la région, nous produisons le fromage de la tête de moine que vous connaissez peut-être. On a les chocolats Camille Bloch. Je ne sais pas si Torino, Ragusa vous dit quelque chose. Ben, ça vient de chez nous. On a les montres Longines. Ça vient de chez nous. Et on a réussi en fait à faire prendre la mayonnaise entre tous ces partenaires, tous ces acteurs, et en leur montrant qu'ils avaient tous quelque chose à gagner, à participer à cette histoire. Entre-temps, depuis les années 1990, il s'est passé pas mal de choses. La société qui avait été créée entre les éoliennes, les panneaux solaires et le tourisme est devenue une association où les communes sont partie prenante. Et on continue de développer chaque année, d'avoir comment on va dire, un highlight, quelque chose de sexy à mettre sur la table pour que on garde justement toujours cet intérêt, cette attractivité de l'innovation. Bien sûr, toujours pour nous, derrière l'intérêt, c'est la transition énergétique, c'est développer les énergies renouvelables, mais pour garder la cohésion et l'acceptation de ces projets, on doit aussi forcément, comme Andrea le dit, on a aussi un lien fort avec les restaurateurs, les agriculteurs, les circuits courts. Mais Espace Découverte Énergie, c'est vraiment ce lien entre l'énergie locale, renouvelable, durable et les circuits courts. Donc ça, c'était l'histoire du triangle, ce fameux triangle d'or. Alors, chaque année, au mieux, avec tous les acteurs locaux, on développe des activités. Ça fait maintenant 4 ans que l'EPFL, la Haute École Polytechnique de Lausanne, vient faire des universités d'été sur place à Mont-Soleil. Parce que, comme je l'ai dit au début, si on développe des choses dans un bureau, il faut bien voir après le lien avec la réalité. Et en fait, par le développement de cette région, avec le photovoltaïque, le solaire, j'ai encore pas parlé de l'hydraulique, on a le Doubs, pas très loin, qui fait la frontière entre la Suisse et la France. Et sur ce Doubs, on a une centrale hydroélectrique qui est associée aussi à Espace Découverte Énergie. Et on a dans cette région, vraiment cette fois,
la possibilité de montrer en vrai ce que pourrait être le monde de demain avec toutes des énergies renouvelables. Et du coup, on peut inviter la population à voir en vrai ce qui se passe. On a beaucoup de gens qui viennent le long du Sentier des Monts pour voir comment est une éolienne, quand on est au pied d'une éolienne qui fait 100 mètres, est-ce que ça fait vraiment beaucoup de bruit, est-ce que ça tue vraiment un oiseau par heure, etc. Et on a des étudiants qui viennent sur place et on essaye toujours d'avoir le lien, j'ai parlé de la population, mais on a aussi toujours le lien avec les politiques. Moi, j'ai aussi quelques casquettes politiques qui aident pour garder tout ça, justement, cette cohésion. Chaque année, on organise des portes ouvertes où, pour la population, pour les écoles, on vulgarise l'information et on les informe par des jeux, par des animations, de tout ce qui est possible de faire et de rendre, j'en reviens au début à l'histoire de l'acteur, que chacun de nous, que chaque geste, que chaque choix d'achat que l'on va faire est en fait une action énergétique et une action politique. Donc, vraiment essayer pour responsabiliser chaque habitant de notre région. Ce qui nous occupe actuellement particulièrement, c'est la région qui est un peu plus grande alors que Espace Découverte Énergie, qui en fait, vous voyez la carte là en bas à gauche, qui représente ce qu'on appelle le Suisse Energy Park, qui est une région qui est intercantonale, canton du Jura, canton de Berne, avec des acteurs locaux que j'ai cités et d'autres encore. Et cette région, qui est en fait un laboratoire en temps réel à ciel ouvert, a fait un communiqué de presse il y a quelques semaines, a réussi à produire 78% de son électricité en 2021, donc renouvelable. Hein, vous avez les icônes, donc on a de l'hydraulique, on a de l'éolien et on a du photovoltaïque. Et maintenant, le but, c'est d'augmenter ce 78%, c'est de réussir à associer la population. Comment est-ce qu'on va réussir à stocker? Parce que vous savez comme moi que le renouvelable, l'éolien, on n'en produit pas de manière régulière toute l'année. Le photovoltaïque, c'est pas mal aussi, donc dans les modularités de la production. Comment est-ce qu'on arrive à faire maintenant pour qu'on augmente cette production tout en rendant plus efficace, efficiente le mode de vie de nos habitants. Il y a toute la thématique de la mobilité électrique qui se joint à tout ça. Et l'idée, c'est d'inviter les scientifiques, les collaborateurs politiques aussi à adhérer à ce projet, à réfléchir ensemble et surtout à montrer ce qui est possible. On va essayer d'arrêter de culpabiliser trop l'habitant, le citoyen lambda, pour toujours dire, voilà, on va taxer plus, vous n'oserez plus faire ci, vous n'oserez plus faire ça. Et l'idée, c'est de montrer qu'on a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel dans cette région et essayer de l'exporter dans la mesure du possible à d'autres régions. Je regarde un peu l'heure, ça va. Et puis là, je vous ai mis le flyer des prochaines portes ouvertes. Vous voyez qu'Espace Découverte à 10 ans, le Sentier des Monts, qui s'appelait avant le Sentier Découverte, à 25 ans. Et il faut avoir, je pense, la clé du succès de cette utilité, d'utiliser le paysage. C'est quelque chose à laquelle on tient. C'est aussi difficile parce que ça implique des changements, puis avoir le courage de changer. Et puis, notre rôle à nous, c'est d'associer ce volet politique, ce volet touristique, ce volet aussi d'information au niveau des écoles. Cette année, on va faire une semaine où on va inviter les écoles sur place. On a réussi à trouver assez de sponsors pour que les écoliers n'aient rien à payer, venir s'informer parce qu'en fait, c'est la génération de demain qu'il faut le plus sensibiliser. Et puis, c'est de leur montrer en vrai que c'est possible, que ce n'est pas si grave d'être à côté d'une éolienne, que finalement, quand le vent souffle, les arbres font peut-être autant de bruit qu'une éolienne. Et on a vraiment ce défi chaque année de trouver des nouveaux partenaires, des nouvelles idées pour garder tout le monde à tirer à la même corde. Et jusque-là, on arrive pas mal, mais c'est vrai que c'est un défi de chaque instant. C'est passionnant, mais c'est aussi un peu à casse-tête. Voilà, je vois que c'est 10h15. Je vais rendre l'écran. Je vois qu'il y a des questions qui sont dans le chat.
Oui, il y a deux questions, Moussia, déjà, qui se recoupent un peu. Il y a une première qui est comment est organisée la production d'électricité en Suisse? Est-ce qu'elle serait moins centralisée qu'en France, par exemple? Ou voilà, comment ça fonctionne? Et ça serait peut-être un facteur, en tous les cas, déterminant. Et deuxième question, c'est comment s'organise la politique d'économie et efficacité énergétique sur le territoire? Waouh! Ouais, alors c'est des questions, hein. Ouais, je devrais presque être vraiment plus dans le domaine de l'électricité pour répondre à ça. Mais c'est vrai que je pense que de manière générale, la Suisse fonctionne de manière moins centralisée que la France. Vous savez qu'on a un système fédéraliste, des cantons. Après politique énergétique au niveau cantonal, on va de toute façon de plus en plus vers des microcentrales, un système décentralisé à l'image du Suisse Energy Park, parce que si on veut rendre chaque région autonome au niveau énergétique, chaque région a quelque chose à faire, mais chaque région va être complémentaire d'une autre, parce qu'on ne va pas pouvoir demander à tout le monde d'avoir un barrage sous la main. Donc, je ne sais pas après comment ça fonctionne en France, mais c'est vrai que j'imagine que ça peut être bien plus décentralisé, ou en tout cas, on en prend vraiment le virage en Suisse. Et après, comment s'organise la politique d'économie et d'efficacité? Ouais, alors ça, elle est vraiment promue de manière hyper saupoudrée, je dirais, parce qu'elle est plutôt liée à la conscience individuelle et puis à la promotion que veut bien en faire une société ou une association. Parce qu'on est quand même toujours dans une société de consommation, chaque geste doit rester rentable pour les fournisseurs d'électricité qui changent gentiment et qui s'approprient aussi gentiment cette notion d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Mais c'est vraiment l'élément, à mon avis, qui manque le plus actuellement dans toutes les discussions. C'est que souvent, quand on va installer une éolienne ou une centrale photovoltaïque, c'est pour compléter, c'est rarement pour remplacer quelque chose et faire moins. Andrea le disait, le mieux c'est le négawatt, c'est ce qu'on va pas consommer. Mais là, on en est loin. Je pense que ça se rapproche de la discussion de la décroissance que chaque parti politique n'ose pas trop empoigner, surtout pas en période électorale, parce qu'un peu pour sa place. Mais c'est vraiment un thème qu'on doit prendre beaucoup plus à cœur et qu'on doit plus mettre sur la table. Ok, merci beaucoup de cette réponse. Il y avait une petite question en suspens, Andrea, à laquelle je n'avais pas posée tout à l'heure parce qu'on va pouvoir rentrer peut-être dans le débat en fait. Il nous reste 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions maintenant à nos deux intervenants de manière générale sur ce lien entre paysage et énergie et production de l'énergie. Petite question en suspens, je ne sais pas si vous l'avez vue, Andrea, qui était, j'essaie de la retrouver. Oui, oui, c'était à propos de la construction et toutes ces nouvelles constructions qui se faisaient sur le Fort Arlberg. Avez-vous les corps de métier suffisants, artisans, main-d'œuvre sur le territoire pour mener ces réalisations? Alors, et je vous poserai bien une autre. Ouais, est-ce que les corps. Pardon. Donc, avez-vous les corps de métier suffisants, artisans, main-d'œuvre, voilà, pour réaliser les constructions voilà, qui sont prévues sur le territoire? Et j'en profite du coup, je me dis, est-ce que vous avez aussi une réaction, une question à poser à Moussia par rapport à son intervention? C'est peut-être l'occasion aussi d'engager le débat derrière. J'y vais. Oui, allez-y. Ouais, merci. Alors, bonne question, celle vraiment, je pense que c'est une question centrale à laquelle on ne pense pas souvent, mais la transition qui nous est de plus en plus claire. On sait ce qu'il faut faire et on sait quelles sont les solutions. On a déjà pas mal avancé sur la théorie, mais la pratique, elle se fait avec les mains. Elle se fait par des personnes. Et en fait, j'ai l'impression que... Alors, les retours que j'ai de ce territoire, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes qui s'engagent dans les filières artisanales.
celle de la construction durable, même si eux, ils font vraiment beaucoup d'efforts depuis longtemps pour attirer les jeunes, pour les former de manière comment dire, complète. C'est pas seulement en dual, le système dual allemand, ou allemand ou autrichien, c'est formé en entreprise et à l'école, mais eux, c'est le trial, c'est-à-dire on travaille aussi sur l'esprit d'équipe, comment faire en sorte que les gens puissent bien travailler ensemble. Mais malgré toute cette qualité, on m'a dit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'engager là-dedans. Pour le moment, c'est un pays où il y a beaucoup d'immigration et donc ça tourne à fond. Hein. Il faut dire que c'est la région la plus riche d'Autriche aujourd'hui, en ayant été la plus pauvre à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment une région très dynamique et pour le moment, la main-d'œuvre, elle vient de l'extérieur aussi, pas seulement de l'intérieur. Et la deuxième question, je sais plus. C'était plus une réaction, un rapport d'étonnement ou par rapport à l'intervention de Moussia. Est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent par rapport à l'expérience du Vorarlberg? Enfin, voilà, une petite. Je trouvais que c'est assez bien de voir les deux approches, c'est-à-dire c'est évident qu'il faudra miser sur la production d'énergie de manière avec des installations conséquentes hein, pour produire l'énergie renouvelable, mais comme disait très bien Moussia, et je suis entièrement d'accord, ça ne sera jamais suffisant si on ne fait pas d'économie d'énergie, si on ne change pas notre manière de vivre ensemble. Ça touche surtout aussi la mobilité. Hein, on a un modèle de société qui est inadapté pour le moment au paysage après pétrole, d'après moi. Hein. Et il y a énormément de choses à changer. C'est bien d'installer des centrales hydroélectriques, des éoliennes, des photovoltaïques, etc. Mais il faut comprendre, et c'est le diagramme à un moment que j'ai montré, qui est très simple. Hein. Il faut qu'on réduise 80% de nos consommations pour pouvoir couvrir les 20% restants avec des énergies renouvelables. Et ces 80%, c'est tous les domaines de notre vie qu'il faudra revoir. Investir. Merci. Question dans le chat de Josquin Vernon. Y a-t-il une réflexion particulière sur l'insertion paysagère des réseaux électriques dans vos territoires où cherche-t-on essentiellement à enterrer les lignes? Là, c'est une question à chacune d'entre vous. Je sais pas, on peut peut-être inverser. Moussia peut répondre en premier, puis Andrea, Alors, on a deux fondations nationales qui sont chargées de la protection du paysage et c'est vrai que parfois en Suisse, on se demande, il y a cette vraie pesée d'intérêt entre la protection du paysage et puis poser un barrage. Andrea l'a montré avec la photo. Et ça retombe toujours sur les verts ou sur les écologistes qui veulent soi-disant rien toucher au paysage, alors qu'ils sont quand même aussi des fois un peu en train de changer en se disant non mais attends, là il va falloir mettre 2 éoliennes ou bien alors vous voulez une centrale nucléaire dans votre jardin. Donc oui, c'est vrai, il y a des immenses réflexions, le paysage, et je pense aussi que c'est pour ça que c'est très difficile de changer le visuel, parce qu'il y a les fondamentalistes du patrimoine où on ne change pas, et après il y a l'histoire de c'est proche de chez moi, et puis je ne veux pas que mon ego, enfin mon visuel soit impacté. Mais il y a d'immenses impacts et d'immenses restrictions par rapport au paysage. Si je me permets, je peux juste encore partager une fois mon écran parce qu'on parlait d'intégration dans le paysage. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez vu là l'image que j'ai maintenant. En fait, c'est un panneau solaire là, le visage. Et tout ça pour dire que, on demandait, il y avait une question pour André avant, comment est-ce qu'ils intégraient le photovoltaïque. Et des fois, vous répondez aujourd'hui quelque chose, puis demain, c'est déjà plus juste parce que la technologie, l'innovation est tellement rapide que je pense qu'il ne faut absolument pas être rivé sur une ou deux idées fixes. Ça change tellement vite. Ce que vous dites aujourd'hui, demain n'est plus valable. Et tout ça, moi, ça me fait envie juste d'essayer de trouver des solutions avec tout le monde, de
continuer à discuter avec tout le monde parce qu'il faut, et c'est là qu'on revient à cette idée d'innovation, de volonté et de message. Le jour où les gens auront compris pourquoi on le fait, ça va aller, mais ça bloque vraiment au niveau d'idées préconçues, à mon avis. C'est vrai, si je peux Ouais, Andrea, bien sûr. pour les Ouais. lignes électriques, alors bien sûr, alors c'est un peu comme en Suisse, hein, je pense que c'est la même chose, mais je ne suis pas moins spécialiste. Les lignes électriques qui ne sont pas de haute tension sont bien sûr sont entièrement sous terre depuis les années 70. Donc tout ça, c'est un chantier qui a été fait. Et bien sûr, après, par contre, les lignes haute tension, ça c'est positionné en fonction de là où il y a la production dans le paysage avec des contraintes paysagères qui sont appliquées, mais ça, on les voit quand même. Ça se voit, hein, une ligne de haute tension, il n'y a rien. Donc, ok, ça c'est vrai que des fois, en termes de préservation du paysage, c'est pas toujours très, très heureux. Et puis, pour le photovoltaïque, j'ai dit qu'il fait partie du paysage depuis très longtemps, parce que, comme j'ai dit, c'est dès la fin des années 70 que cette question des énergies renouvelables et de l'intégration dans le bâti s'est posée. Et donc, ça a été surtout intégré dans le bâti. Donc, d'abord thermiquement, le solaire thermique, et ensuite photovoltaïque. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup comment dire, de restrictions par rapport à l'intégration de ces panneaux. Ceci dit, il faut dire que il y a beaucoup depuis toujours, comme il y a ces entreprises qui se sont spécialisées, beaucoup de propositions d'intégration plutôt qualitatives. Je vois beaucoup moins d'installations comme ça en apposé très articulé que ce qu'on peut voir, par exemple, ici. Ici, quand je dis ici, c'est la France. Voilà. Et puis après, les solutions technologiques mentionnées par Moussia, c'est en effet, aujourd'hui, on a les panneaux de teinte assortis aux tuiles, etc., mais qui sont moins productives. Il y a des solutions aujourd'hui, en effet, et il faut en profiter. Et ça, comme disait Moussia, ça va très très vite. Et je pense que c'est pas ça le problème. On trouve vraiment de bonnes solutions si on veut. Et moi, je trouve, en tant qu'architecte, c'est normal. Je trouve que tous ces projets qui touchent l'enveloppe extérieure d'un bâtiment et qui touchent l'insertion dans un contexte qui touche donc le paysage devrait faire partie des missions qu'on confie à un concepteur qui les traite de manière qualitative et pas comme on fait aujourd'hui quand on les considère comme des investissements. En France, on considère qu'investir dans le photovoltaïque, tous les jours on entend ça, c'est un outil, c'est un dispositif technique qu'on va rajouter comme une béquille à un bâtiment. Et alors non, je pense que ça fait partie de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment et doit être traité qualitativement pour que le tout aille bien ensemble. Et ça évite aussi qu'à long terme, ça soit contre-productif et que les gens disent « ouais, non mais c'est laid, on ne veut pas » et tout se bloque. Donc c'est important de miser sur la qualité. Voilà. Merci. Il nous reste deux petites minutes, on va dire. Moussia, oui, si tu veux réagir un peu aussi justement à l'intervention, présentation d'Andrea pour faire le pendant. Moi, je voulais peut-être juste ajouter qu'en Suisse, il y a un grand frein, c'est tout ce qui est administratif. Vous voulez mettre, moi j'ai mis un petit panneau solaire en façade, vous devez aller demander au voisin si ça ne les dérange pas, vous devez faire une demande de permis qui vous coûte 200 balles, etc. Vous devez faire une photo, vous devez faire des plans. Donc c'est vrai que pour tout choix, il y a actuellement, je ne sais pas si c'est en France, en Autriche, c'est pareil, mais on a tout compliqué au niveau des démarches administratives, des autorisations. Il ne faut pas que ça dérange ça. Alors, oui, c'est bien qu'on ait de la réglementation, mais on est arrivé à tel point que c'est déjà, à mon avis, le premier frein.
et où je rejoins à fond Andrea, où ce qu'on doit réussir à expliquer. On a essayé de faire passer une loi sur l'énergie dans le canton de Berne l'année passée qui a été refusée par la population parce que le Parlement l'a accepté. Un parti politique a fait référendum, on a passé en votation et on a refusé. Et pourquoi? Le point principal, c'est parce qu'il y avait, le chat, je vais le virer, il y avait les chauffages à mazout qui devenaient interdits. Et là, ils ont dit, ah ouais, mais ça va nous coûter la peau des fesses de changer de mazout. Mais personne ne s'est fait la réflexion que sur le long terme, chauffer au bois ou chauffer au pellet ou installer une pompe à chaleur et avoir du thermique sur le toit, sur le long terme, ça allait leur coûter moins cher. Et c'est souvent là, cette notion de ah, mon porte-monnaie maintenant, et ça retient. Et si on arrive à incorporer ça dans une histoire, oui, mais sur le long terme, et regarde à qui ça profite. Et peut-être que maintenant, j'ai vu que c'était venu la question dans le chat, parler de l'Ukraine, peut-être que maintenant, en se disant, ouh là là, bon, on a déjà eu la pandémie qui nous a fait un peu réfléchir au circuit court. Maintenant, on aura peut-être la guerre d'Ukraine qui va nous faire réfléchir sur les sources énergétiques, de qui on a meilleur temps de dépendre et de qui on a meilleur temps d'être pas dépendant. Peut-être que tout ça va forcer les gens à réfléchir autrement. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment beaucoup dans quel message on veut faire passer et dans informer. Mettons les bons exemples en avant. Super, merci beaucoup. J'ai vu une main se lever, mais je pense que c'est un peu juste Jean-Pierre, sauf si c'est un point très précis et rapide. Sinon, je vous propose de clôturer cet échange. Voilà, puisqu'il est 10h30. Un grand merci à vous deux pour cette présentation et vous nous avez donné envie un peu, voilà, ce matin. Ça nous a voilà, éclairé sur des choses qui se font et qui fonctionnent. Ça peut inspirer, j'espère, nos territoires à nous sur la France. Et puis, on se retrouve du coup. Alors, juste pour information, ce webinaire a été enregistré, donc il sera mis sur notre site internet et disponible dans les prochains jours pour ceux qui n'auraient pas pu aller jusqu'au bout. Voilà, et ça sera le cas de tous nos webinaires à venir. Si je peux dire que si jamais vous avez des questions ou quoi, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, vous pouvez transmettre mon mail et puis dans la mesure du possible, dans des délais acceptables, je répondrai. Super. Moi aussi. Avec plaisir. Bon, très gentil à vous. Donc, bien noté pour la transmission de vos coordonnées. Vous le savez aussi que vous avez toujours, si vous souhaitez en savoir encore plus, la publication dont nous avons parlé en introduction, Un paysage de l'après-pétrole, cette expérience européenne, publiée chez Le Moniteur, est disponible du coup auprès du Moniteur pour l'acquérir. Et nous nous retrouvons le 24 mars, même heure, 9h30, sur la qualité de vie, santé, alimentation. Peut-on se passer du paysage? Avec Sophie Blé de l'expérience de l'Espagne à Barcelone et Paola Nelly Branduini qui nous présentera l'expérience de Milan en Italie. Voilà, un grand merci. Et puis, vous pouvez vous inscrire et retrouver les vidéos sur le lien qui s'affiche, que j'aurais pu mettre dans le chat, que je mettrai dans le chat là, dans les 2 secondes qui suivent. D'ici là, passez une bonne fin de journée et un bon week-end à tous. Merci. Au revoir.